Encore merci pour tous les pouces que vous nous avez envoyés pour les étoiles également. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre podcast sur l'application de votre choix. Vous êtes évidemment les bienvenus une fois de plus à l'occasion de ce 168e épisode. Et pour ce 168e épisode, nous avons de ce côté-ci Marc. Bonjour Marc. Salut. Bonjour également à Xavier de l'autre côté. Salut Xavier. On va évidemment aborder l'actualité technologique de la semaine qui fut quand même assez chargée puisqu'ils se sont arrangés pour faire une Microsoft Build et le Google I.O. la même semaine. Donc là on verra un petit peu avec nos deux gaillards ce qu'ils en ont retenu, s'ils en ont retenu quelque chose, puisque vous le savez, c'est leur revue de presse à eux. On peut pas parler tout le temps. Donc on essaye de parler des choses qui nous intéressent et qui peut-être vont vous intéresser également. Pas de courrier des auditeurs cette semaine, je pense qu'on a répondu à tout le monde s'il y avait des réponses à donner. En tout cas, il y a eu quelques remarques sur les différents articles, que ce soit sur lestechno.be ou en regard de la vidéo sur YouTube. De temps en temps, des petites remarques comme ça, qui n'appellent pas nécessairement des commentaires, mais qui ajoutent encore aux informations qu'on essaye de vous dispenser chaque semaine. On peut donc entamer directement, je vais y arriver, notre abécédaire, à moins que Xavier avait un truc à rajouter. Moi, je voulais juste mettre les choses au clair tout de suite. J'ai une semaine très chargée et donc j'ai pas pu suivre en direct les conférences. Donc j'ai pris ce qui me plaisait dans les news, l'actualité. Mais voilà, donc ne me veuillez pas, mais j'ai pas eu le temps. Heureusement, Marc, lui, a pris le temps. Ou plus ou moins. Il est passé, voilà. J'ai une semaine chargée aussi. Voilà, donc cette semaine, on va vous parler de la pluie et du beau temps. Voilà. On n'a rien suivi de l'actualité technologique, on est désolé. Non, quand même, il y a des choses qui ont un petit peu percolé, on va dire, après les différentes conférences, et donc c'est plutôt de cela dont on va parler dans cet épisode. Donc commence notre abécédaire, si plus personne n'a rien à rajouter, merci, avec la lettre C. C'est comme conquête. Xavier, Xiaomi, à la conquête de l'Europe. Voilà. Alors, j'aurais pu le mettre à la lettre X, mais ça aurait été moins pratique pour l'abécédaire. Donc, je l'ai mis à conquête, mais on peut vraiment parler de ça. Donc, tout d'abord, Xiaomi, qui est une marque qu'on ne présente plus, a fait une petite annonce sur son compte Twitter et ils vont en fait ouvrir leur filiale ou en tout cas confirmer leur présence en France officiellement, et il y a un événement lancement auquel les followers sont invités. En tout cas, il y a moyen d'obtenir des invitations en passant par leur compte apparemment, c'est ce qu'ils disent. Et ce sera officiel le 22 mai. Donc le lancement officiel est le 22 mai. Alors moi je suis assez content parce que j'ai 2-3 produits. Enfin j'ai un produit, mais je m'intéresse à différents produits de la marque et ça pourrait vouloir dire que ces différents produits seront bientôt disponibles avec des traductions en français. C'est une bonne nouvelle pour certaines personnes qui aiment bien cette gamme de produits. Alors évidemment, ça c'est le genre d'annonce, ça fait penser un petit peu à de l'annonce commerciale. On n'a pas touché un bal de Xiaomi, je tiens à le préciser au passage. C'est une information parce que c'est vrai que on en avait déjà parlé, je pense, il y a quelques semaines ou quelques mois, à la faveur de l'un ou l'autre produit dont on a parlé dans nos séries. Des fois, mon aspirateur notamment, j'avais présenté mon aspirateur Xiaomi, dont j'étais très content, et voilà. Et des fois, la difficulté d'avoir justement du service et des choses comme ça, que ça peut faire peur des fois sur des produits qui viennent comme ça, qui sont issus de très loin et avec lesquels on n'a pas de contact avec le fabricant. Ça peut être un petit peu un empêcheur de tourner en rond. Ici, manifestement, les choses vont s'arranger un petit peu. C'est la seule raison pour laquelle on en parle. On peut tout de suite passer à la suite. J'imagine qu'on n'a rien d'autre à ajouter sur ce sujet. Non, mais effectivement, il y avait des auditeurs qui s'inquiétaient du fait que si on commande sur des sites comme Gearbest ou quoi pour avoir Xiaomi, la garantie était peut-être pas aussi facile à faire valoir. Ben ici, ce sera plus le cas si on peut commander en France. Ouais. Donc, bonne nouvelle à ce niveau-là. Bonne nouvelle, oui. Et ils continuent leur conquête, effectivement, on peut vraiment parler de ça, puisque il y a un rapport qui a été fait par le site Canalys qui a publié donc les chiffres des ventes en Europe au premier trimestre 2018 pour les smartphones. Ouais. Et d'après ce rapport, malgré que les ventes aient chuté de 6,3%, et que le top 3 des vendeurs fabricants donc reste inchangé, avec Samsung en première place qui aurait vendu
15 millions de smartphones et qui a 33% de part de marché. Apple en deuxième place avec 10 millions de smartphones et 22% de part de marché. On a Huawei en troisième place avec 7,4 millions et 16% de part de marché. Mais surtout, on a Xiaomi qui arrive en quatrième position avec 2,4 millions et 5% de part de marché, mais surtout une progression de plus de 999%. Donc ils ont fait une entrée fracassante dans le marché des smartphones en Europe. Et le rapport indique aussi un petit peu les tendances, donc c'est intéressant, les tendances au niveau des smartphones. On a le full screen avec un ratio de 18.9 qui commence à s'imposer. Les smartphones qui ont maintenant quasiment tous plus de 4 Go RAM, en tout cas ceux qui se vendent bien. Et alors on a les doubles ou triples modules pour les caméras, donc faire la caméra stéréo, les capteurs pour augmenter la qualité des prises de vue, etc. On a un peu l'impression que tes smartphones, alors ça fait déjà quelques temps maintenant qu'on dit qu'il n'y a plus de révolution, que ce sont des évolutions. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est rentré dans une phase de standardisation. Je sais pas ce que Marc, par exemple, tu as opine du chef quand je le dis, mais c'est vrai, chaque fois qu'on parle d'un smartphone, souvent c'est les mêmes ratios d'écran, c'est les mêmes processeurs, c'est les mêmes types de caméras, on plafonne en quelque sorte. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus aucune innovation en matière technologique, en tout cas du moins dans le secteur du smartphone. Il y a des évolutions timides, mais ça se résume à changer de version de processeur, prendre la génération la plus puissante. Ça se résume à augmenter un peu la densité de l'écran. Ça se résume à diminuer un petit peu la largeur entre le châssis et l'écran. Ça se résume à rajouter une espèce d'encoche moche au-dessus parce que Apple l'a fait un jour et du coup maintenant ils le font tous à tel point que les dernières versions d'Android vont inclure en standard la gestion des encoches en haut et en bas. Donc oui, c'est bien gentil tout ça, mais on n'a plus vraiment d'innovation technologique, on n'a plus de révolution. Et c'est bien dommage parce que finalement, ça revient que vous preniez du Xiaomi, du Huawei, du LG, du OnePlus, du Samsung ou n'importe quoi, vous avez finalement un téléphone qui fait exactement ce que fait l'autre. T'as juste pas cité Apple, c'est drôle. Non, je n'ai pas cité Apple parce que... Non, je n'ai pas cité Apple. Voilà, c'est tout. Parce qu'il faut pas les choses comme les autres. Non, la différence, c'est que Apple a quand même une petite particularité, c'est qu'ils vous vendent grosso modo le même téléphone que les autres, voire un peu moins, mais ils vous le vendent beaucoup plus cher. Oui. Et sans connecteur jack. Et sans connecteur jack. Avec plein de bons arguments. Et donc, et ça passe. Donc, voilà. Comme ça, on a fermé la page Xiaomi et Conquête, si je dis pas de bêtises, Xavier. Je pense qu'on était arrivé au bout de l'info de ce côté-là. Donc, une marque à suivre, de plus, on va dire, dans le domaine des smartphones, mais pas que. Évidemment, on aura encore l'occasion d'en parler. On passe à la lettre E comme électrique, Marc. On parle de la guerre entre Nikola et Tesla. Oui, à première vue, ça ressemble à une blague, une mauvaise blague. Ça. Et pourtant, on aurait voulu l'inventer qu'on n'aurait pas pu, mais il y a effectivement actuellement une guerre commerciale et une guerre judiciaire, puisqu'il y a un procès, il y a une procédure qui est en cours depuis maintenant un certain temps, entre une société qui s'appelle Tesla, celle-là on la connaît, c'est la boîte qui fait les voitures électriques, qui fait aussi des camions électriques, puisque c'est ceci dont il est question ici, et une boîte qui s'appelle Nikola, c'est pas une blague, qui est également une société qui fait des camions, mais des camions avec des moteurs à hydrogène. D'accord, ok. Voilà, ça c'est pour la spécificité. Par contre, à partir du moment où vous regardez le design du Tesla Semi, donc la version trailer du camion Tesla, et la version et la photo du Nikola One, grosso modo, on a l'impression que c'est du copier-coller pur et dur. À préciser quand même que le Nikola One existait avant que Tesla n'annonce son propre camion. À savoir que Nikola a déposé un paquet de brevets autour de son camion, notamment sur la propulsion, qui est une propulsion à hydrogène, qui permet d'atteindre l'autonomie quand même coquette de plus de 1300-1400 km. C'est quand même pas mal. À titre de comparaison, même si c'est impressionnant aussi dans les faits techniques, le semi de Tesla, lui, n'atteint que 7 à 800 km, avec des gros guillemets. Mais par contre, tout ça fait qu'au fil du temps, Nikola a commencé à trouver mauvaise que Tesla vienne marcher sur ses plates-bandes,
Nicolas a essayé de négocier avec Tesla. Ça fait un peu schizophrène tout ça. Nicolas a essayé de négocier avec Tesla en leur disant, écoutez, vous allez sortir votre camion, vous allez le présenter, c'est peut-être pas une bonne idée. Attendez au moins qu'on se soit mis d'accord sur toute une série de choses. Tesla a dit grosso modo fuck. De ce fait, Nicolas a intenté un procès à Tesla. Là, on monte d'un cran dans la schizophrénie. Et ce procès, aujourd'hui, est toujours en cours, mais c'est pas un petit procès, parce que la première, Nicolas, demande à la seconde, Tesla, 2 milliards de dollars. Ah oui, pour quand même. violation de brevets, pour confusion sur le marché, pour inhibition de la capacité à attirer les investisseurs. Enfin, je vous laisse... Est-ce que la solution ne serait pas une fusion? Ce serait bien pour tout le monde et nos cerveaux en particulier. Alors, d'un point de vue d'une fusion, je ne suis pas certain que, vu les circonstances et vu la trésorerie actuelle, non, mais faut remettre les choses en perspective. Je suis pas certain qu'avec sa santé financière actuelle, Tesla serait prêt à sortir 2 milliards quand ils ont déjà dur à assurer les suivis de production et le rappel de toutes les bagnoles qui ne marchent pas très bien. Et puis bon, l'avantage derrière, c'est que Nicolas, lui, avance. Et ils viennent là où Tesla avait annoncé tout fier que je ne sais plus quelle société leur avait commandé 100 camions le jour de leur sortie, le jour de l'annonce du truc. Ben, Nicolas vient d'enregistrer une commande de 800 camions. Ah oui, c'est autre chose, évidemment. C'est quand même autre chose. Ouais. Pour info, l'heureux acquéreur est... Anheuser-Busch, qui est un plus gros brasseur de bière au monde. Je viens d'écouter la chose. Ça, voilà. Et qui a besoin évidemment, qui a besoin de camions, de gros camions. Et qui a besoin de camions. Voilà. Ouais. Alors, au niveau des prix, il faut aussi préciser que Tesla vend ses camions chers. On parle quand même de 400 000 €. Oui. Nicolas les vend grosso modo au même prix, mais on l'a dit, à capacité supérieure, à kilométrage supérieur. Oui, bon. Après, c'est pas ça qui va différencier. Maintenant. Non, mais ce que je trouvais drôle dans l'idée de la fusion, c'est quand même qu'on retrouve le nom de Nikola Tesla. Tesla. Voilà. C'était ça surtout Après, on pouvait se disputer d'abord Tesla ou puis après Nicolas, machin, etc. Mais enfin, ça pouvait encore passer. Mais bon, voilà, on est rarement seul à avoir une bonne idée, comme on dit. On est rarement les seuls à avoir une bonne idée. Maintenant, des camions qui roulent à l'hydrogène, c'est pas récent. Non. Simplement ici, Nicolas a réussi à mettre en place toute une série de recherches qui ont mené leurs fruits en matière d'efficacité, d'efficience énergétique. Par contre, là où ça pêche quand même, c'est qu'ils vont devoir méchamment étoffer leur réseau de recharge, parce qu'aujourd'hui, sur le territoire américain, où la marque officie et où la commande a eu lieu et où les 800 camions vont devoir rouler, apparemment, le rechargement par hydrogène, c'est pas top. Ah bon, d'accord, ok. Ça, après, ça doit se déployer aussi, ces technologies-là. Moi, pour les voitures, c'est un peu plus compliqué parce que l'autonomie est moins importante, je pense, parce que la petite usine, entre guillemets, prend de la place et donc, quand on la réduit, ça admet de moins bons rendements. Exact. Voilà. Donc, j'imagine que sur un camion, là, on a un peu plus de place. Disons, on peut en tout cas exploiter des places qui n'existent pas dans un véhicule personnel, donc ça permet peut-être d'avoir des rendements de meilleure qualité, enfin de meilleur niveau. À suivre donc, parce que c'est vrai que les gros camions, ça pollue aussi, et donc si ça peut moins polluer, c'est donc des économies également importantes de ce côté-là, quoi. Je ne connais pas en détail la technologie derrière la propulsion par hydrogène. Je sais simplement que les rejets, c'est simplement de la vapeur d'eau. Je ne sais pas si la création d'un moteur à hydrogène implique des éléments polluant lourdement, mais je sais par contre que c'est le cas pour les voitures électriques. Alors, il y a des stations de recharge d'hydrogène en France pour les voitures. Alors, ce qui est très drôle, c'est que comme il n'y a pas d'infrastructure pour ramener l'hydrogène à ces stations, il n'y a pas d'oléoduc, de tuyaux, machin, etc. Ce sont des gros camions qui polluent, qui viennent déposer des bonbonnes dans les stations de recharge. Voilà. D'accord. On est dans une phase où on se cherche un peu. On va dire ça comme ça aussi. On peut passer à la lettre F, si vous voulez bien. F comme fail, avec un fail qui est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, Xavier, cette semaine en l'occurrence, et qui nous rappelle qu'on ne s'improvise pas chercheur en médecine comme ça.
En fait, c'est le CEO de la startup Ascendance Biomedical, qui s'appelle Aaron Trewick, excusez-moi pour la prononciation. C'était un biohacker assez connu parce qu'il était fort controversé. En fait, il faisait des tests dans le domaine de la médecine qui étaient non seulement pas approuvés par la Food and Drug Administration, mais surtout, il suivait des méthodes qui n'étaient pas du tout scientifiques puisqu'ils testaient les protocoles qu'ils appelaient médicaux sur leur propre personnel. Donc, par exemple, bien qu'il n'ait pas de formation médicale, il s'est injecté en février un traitement expérimental contre l'herpès. Il y a un autre employé qui s'était injecté un traitement contre le VIH. Mais voilà, il est décédé il n'y a pas longtemps, à 28 ans. L'enquête est en cours pour déterminer la cause exacte du décès, mais on peut faire un rapide lien de cause à effet. C'est quand même bizarre. Enfin, là, en l'occurrence, c'est le patron de la boîte qui est passé, qui s'est tué, quoi. En gros, ce serait quand même dommage que ce soit juste ses employés qui subissent ce genre de truc. T'imagines les évaluations de fin d'année, c'est très simple. T'es encore en vie, ça va. Voilà. Est-ce que t'es guéri, c'est encore mieux. Mais ici, à mon avis, c'est très très bizarre, quoi, comme situation. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Marc. C'est particulier quand même. Je sais pas, moi j'ai un mot qui me vient en tête, mais ça va peut-être fâcher des gens. Moi c'est Darwin, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu de la sélection à ce niveau-là, c'est un peu de la sélection naturelle. Je pense aussi. Je comprends qu'on ait envie de faire avancer la médecine et il faut prendre des risques, on est bien d'accord, mais tout doit se faire quand même dans une certaine rigueur, avec une certaine volonté de faire les choses avec une démarche scientifique, un tant soit peu respecté. À partir du moment où ça vire cow-boy, non, c'est de la sélection naturelle. S'il y a des règles, c'est pour être... Enfin, il y a des gens qui ont pensé aux règles en question, c'est pas juste comme ça. C'est même pas ça, c'est simplement le bon sens le plus élémentaire. Ouais. C'est que tu prends des risques avec... À partir du moment où tu manipules du vivant, tu as une série de protocoles de base que tu dois respecter, et ces protocoles de base ne font même pas appel à des connaissances médicales ou scientifiques pointues, c'est le simple bon sens. Oui. Et voilà, donc Darwin. Exact. Voilà, on peut passer. Oui. J'avoue que quand j'ai vu le titre du sujet de Xavier, 2 secondes, j'ai cru qu'il allait nous parler de ce mini-scandale de chercheurs, pas forcément en médecine, mais de chercheurs scientifiques qui se sont insurgés contre les illustrations stock de certaines banques d'images qui, par exemple, montrent des laborantines en petite tenue de lingerie en train de manipuler des tubes à essai avec des grosses lunettes ou des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu passer, c'était à mourir de rire. Je n'ai pas vu ça. Ça, je ne l'ai pas vu non plus. Non, effectivement. C'était à mourir de rire. Est-ce qu'elles ont de l'herpès? Je crois que ça ne serait pas vendeur pour une photostock. Mais ceci étant dit, c'est vrai que des fois dans l'imagerie, il y a eu un sexisme de base comme ça qui plane dès le moment où ah tiens, c'est une laborantine, donc il faut qu'elle soit forcément sexy, en petite tenue, dans son labo, quoi. Enfin, c'est un truc complètement hallucinant, c'est d'un autre âge, on va dire. Si on voulait vraiment être sexiste, on dirait que généralement c'est le contraire. Voilà. Bon, passons à la suite. Si on voulait être sexiste. Oui, si on voulait. On peut passer... de moins dans les spectatrices. Oui, enfin, il y a des chances, oui. Enfin, on était à la F comme fail. Alors, jeu de mots. On est à la lettre F comme faille. En français, cette fois-ci, s'il vous plaît, Marc, on va parler de Spectre. Il y en a un peu plus, je vous le mets avec. Ben oui, parce que finalement, après le scandale il y a quelques mois où on avait trouvé, vous vous rappelez, Spectre, le fameux bug, enfin le fameux codename générique pour les vulnérabilités découvertes, la vulnérabilité découverte dans les processeurs Intel, les processeurs AMD aussi, qui permettait, entre autres, un décloisonnement de l'exécution des différentes unités logiques, et ça permettait, si vous aviez par exemple un code malveillant qui s'exécutait dans une machine virtuelle, que ce code malveillant infecte la machine hôte dans laquelle s'exécute la machine virtuelle. Microsoft, Intel, Linux, tout le monde, toute la communauté internationale scientifique et informatique avait commencé à travailler sur des patchs de sécurité. Le scandale venait du fait que ces patchs risquaient d'impacter les performances des machines, etc. Ça avait fait beaucoup de bruit. Finalement, maintenant, on n'en parle plus. Voilà, donc il était peut-être bien de se ramener ça un peu en tête. Oui. Et finalement, c'est pas tout.
Parce qu'à force de creuser dans ce qui s'était passé, les chercheurs en informatique et des chercheurs en sécurité en particulier, ont trouvé non pas une autre faille Spectre, mais 8 autres failles Spectre. Super. Toutes qui sont toujours liées à l'architecture de base des processeurs actuels, donc pas corrigeables physiquement, donc qui demanderont toujours des patchs. Et dans ces 8 nouvelles failles, on apprend qu'en fait, il y en a 4 qui sont critiques. Mais critiques dans le sens où elles sont beaucoup plus graves que ce qu'on avait trouvé avant. Autrement dit, le gros scandale il y a quelques mois, c'était juste Martine à la plage, en gros. Ouais. On a combien de temps pour rendre nos processeurs qu'on vient d'acheter, la Mac? Je sais pas, mais moi, pour l'instant, ils se tournent. Alors, je rassure quand même les spectateurs et les auditeurs dans le sens où toujours, les particuliers, les entreprises qui utilisent des machines desktop ont vraiment très très peu de chances d'être impactés. Ici, le problème se situe une fois de plus au niveau des infrastructures d'entreprise et surtout au niveau des serveurs. Pas oublier, la caractéristique de base de la faille, c'est qu'elle, je le répète, provoque un décloisonnement au niveau sécuritaire dans les processus qui peuvent coexister en mémoire dans une infrastructure qui est gérée par ces processeurs Intel qui sont sujets à ces failles, et donc qui pose des problèmes au niveau d'une infection d'une machine virtuelle qui peut infecter ou contaminer soit le système hôte, soit d'autres machines. Et ça, c'est tout le problème dans les infrastructures cloud, où finalement tout tourne aujourd'hui pratiquement dans des machines virtuelles. Oui, et puis il y avait aussi une histoire de calcul prédictif qui permettait d'accélérer les process. Et évidemment, ça c'est particulièrement intéressant justement dans les serveurs parce qu'ils font des tâches relativement répétitives et donc finalement à un moment donné il y a des choses qui n'ont plus besoin d'être calculées et donc là du coup Mazette, on va plus pouvoir le faire, donc il va falloir calculer tout le temps. En gros, je résume très fort, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Non, en gros, c'est un peu ça, effectivement, puisque le problème ça, c'était plutôt l'autre bug, c'était le meltdown. C'était l'autre correspondant, le meltdown, qui, effectivement, le calcul prédictif faisait que certaines données chargées en mémoire pour prévoir des exécutions sur des itérations et des opérations qui allaient se faire 5, 20, 30 cycles après, même si c'était un temps ridiculement petit, on parle de fractions de nanosecondes, ces données se retrouvaient dans un contexte mémoire où elles pouvaient être interceptées. C'est ça, voilà. Ça, cette partie-là, ça c'était meltdown, et cette partie-là était également sujette à une résolution par patch. Voilà. Celui-là non plus, on n'en parle pas beaucoup. Donc ici, ce qu'il y a, c'est que en fait, le problème, c'est de nouveau la crédibilité des fabricants de processeurs qui est en jeu, parce que, bon, à terme, on a compris que toutes ces failles ne sont pas patchables matériellement, donc on va de nouveau devoir attendre des correctifs logiciels qui vont être intégrés au niveau des systèmes d'exploitation, que ce soit macOS, que ce soit Linux, que ce soit Windows. Il va donc falloir que tous ces gens se mettent d'accord et que ces patchs voient le jour et soient implémentés et soient déployés. On se rappelle que la cible principale des hackers ici qui pourraient utiliser ces failles, c'est le monde de l'entreprise. On se rappelle également que le déploiement de correctifs dans un cadre d'entreprise peut être très problématique. Oui. Vous avez un problème sur votre bécane à la maison, vous la patchez. Vous avez un problème sur un parc de serveurs qui font tourner des applications qui demandent une haute disponibilité, vous n'allez pas commencer à déployer vos patchs comme des malades ou comme des bourrins. Non, il faut respecter un certain protocole, exactement, et c'est pas un truc que vous faites comme ça. Donc ça va impacter la productivité de toute une série d'entreprises dont c'est le business model. La productivité, donc la consommation, donc la pollution. Donc le rendement, donc la pollution, donc finalement simplement la rentabilité d'une entreprise. Exactement. Ouais. Alors voilà, donc il reste plus qu'à espérer qu'avec tout ça, Intel se montrera un peu plus transparent à l'avenir et un peu plus proactif, parce qu'ici encore, on le rappelle, c'est pas eux qui ont annoncé la chose, c'est une équipe de chercheurs qui a averti Intel en disant « Dites vos crasses là, il en reste là derrière ». Il en reste un peu. Donc, je vous le mets en plus. Donc oui, c'est ça. Et donc Xavier qui vient d'acheter un processeur Intel. Hein, moi aussi. et toi aussi. Vous avez acheté de la crasse. On a acheté le même, mais ça marche bien. Voilà. De la bonne crasse, on va dire. Une fois de plus, il n'y a pas péril dans la demeure chez le particulier ou même à un niveau. Enfin voilà, c'est vraiment. On ne va pas le réexpliquer, mais ça reste gênant quand même. Ouais. Voilà. Encore une fois, je vais faire un rapide parallèle pour bien faire comprendre la différence entre ce qui se passe dans un cadre personnel, même si c'est un cadre professionnel,
où on a une machine toute seule et un cadre où on gère plein de machines qui impactent des millions potentiellement de personnes. J'ai vu passer hier pour Menas Synology un gros warning disant que, on n'oublie pas, c'est des machines avec Linux à la base, et donc je viens de pas passer un warning, puisque Synology, quand il y a des failles qui sont découvertes dans le kernel Linux ou dans les applications qui entourent le kernel, communique de manière proactive et très transparente avec un délai pour la résolution du problème, etc. Ils ont trouvé une faille potentielle, c'est pas encore totalement confirmé, dans le kernel Linux qui équipe ces machines-là et qui permettrait, sous certaines conditions, à certains utilisateurs locaux d'accéder à des espaces mémoire protégés normalement réservés aux utilisateurs root, donc aux admin système. D'accord. Ça fait beaucoup de potentiel. Mais pour une personne qui utilise son NAS comme nous on le fait pour faire tourner des machines virtuelles ou pour stocker des trucs, ça n'a absolument aucune importance, ça n'a aucune conséquence. Ouais. Par contre, pour les gens qui ont des NAS en entreprise et qui font utiliser ça par 10, 20, 30, 50 employés qui partagent leurs fichiers dessus, là ça peut être problématique. Effectivement, donc affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là, si je puis dire, quand ça nous intéresse en tout cas, ou quand ça peut impacter nos vies, tout simplement. Google I.O., vous le savez, chaque année, le rendez-vous des développeurs conviés à une grande conférence et des cycles de conférences par Google. La conférence d'ouverture, c'était cette semaine. Marc, on passe donc à la lettre G, comme Google, ça vous l'avez compris. On va parler de Google Assistant qui évolue, Marc. On va peut-être un peu résumer rapidement ce qui s'est dit lors de la Google I.O. On ne va pas rentrer dans le détail, après tout. C'est resté une conférence assez cohérente avec ce qu'ils font les autres années. C'est resté assez centré sur leur core business, même si ça commence parfois à partir un peu dans tous les sens. On a l'impression, mais quand on analyse, finalement, ça reste cohérent. C'est leur ligne de conduite qui reste constante. Donc, ce qu'on a eu aujourd'hui, Xavier va revenir dessus pour la partie moins gaie, mais il y a eu des annonces concernant Google Maps. Google Maps va évoluer, dans le sens où, de nouveau, Google Maps va être augmenté, va être nourri à l'intelligence artificielle via une petite fonctionnalité supplémentaire qui va s'appeler Google Maps for You, et qui, en fait, sur base de vous, de qui vous êtes, de vos habitudes, de ce que Google a réussi à comprendre de vous, va vous donner toute une série d'informations personnalisées en dehors de toute autre information généralement fournie par Google Maps. Et ces informations vont vraiment être contextuelles sur base de l'heure qu'il est, l'endroit où vous êtes, votre historique, etc. Donc c'est vraiment une petite amélioration ou une grosse amélioration, je ne sais pas encore ce que ça va donner en gros. Pour la mauvaise nouvelle, je laisse Xavier en parler, mais effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, à côté de ça, Android, la nouvelle version Android P arrivera à l'automne. J'en parle tout de suite après pour un point assez intéressant. Ce qu'on peut déjà en dire, c'est que déjà, il va supporter la fameuse encoche. Effet de mode ou trucs réellement, je ne sais pas. Parce que tout à l'heure, on parlait du manque d'innovation dans le monde des smartphones. J'ai vu passer quand même 2-3 concepts qui avaient l'air sympas, mais je ne sais pas si ça va rester des concepts ou des prototypes ou si ça risque un jour de déboucher sur des appareils fonctionnels. Aujourd'hui, on colle toutes ces encoches pour aller mettre des capteurs en plus pour donner le plus possible d'espace sur l'écran à l'avant. Il y a pourtant des concepts qui existent, notamment le fait d'avoir un téléphone en 2 parties qui peut se décaler et on fout les capteurs là. C'est tout simple. Et ça, c'est une glissière, quoi. Voilà, une belle glissière. Il y en avait avant pour les claviers, maintenant on pourrait le faire dans l'autre sens. Fin de la parenthèse. Donc, il y aura un nouveau mode de manipulation avec une manipulation comme geste. Comme par hasard, ça se fait sur l'iPhone X. Comme par contre, OnePlus l'a repris aussi sur le OnePlus 5T. Ça marche très bien, il faut l'avouer. Et donc, là, il faut reconnaître que le nouveau menu de gestion des tâches ressemble très, très, très fort à ce qui se fait sur iPhone. Donc, on le sait, l'évolution se fait en copiant d'un côté, puis en copiant de l'autre. Et finalement, il y a une réutilisation des bonnes idées. C'est quelque chose un petit peu normal. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est que Google compte dans Android P introduire une fonction d'aide à la déconnexion.
dans le sens où ils vont fournir un centre de contrôle qui permettra de mesurer précisément le temps que l'on passe sur son smartphone, les applications qui nous bouffent le plus de temps, pas d'énergie, de temps, celles qu'on consulte le plus souvent, et se rendre compte peut-être qu'on a finalement un problème réel d'addiction, dans le sens que si on se rend compte qu'on a consulté 437 fois Facebook sur la journée, il est peut-être temps de déconnecter. Et on pourra normalement bloquer chaque application en mettant une limite. Style, celle-là, je ne peux pas y accéder plus d'une fois toutes les 6 heures. Ça, ce serait pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi... C'est marrant parce que ça me fait un peu penser aux applications, je ne sais pas si tu te rappelles, pour le sevrage tabagique, tu vois. On disait, vous pouvez fumer, mais une cigarette tous les X temps, et avec une boîte qui ne s'ouvrait qu'une fois toutes les 2 heures, ou un truc comme ça. C'est à peu près le même genre de sevrage, quoi. Oui, mais ce genre d'appareil, ce genre de dispositif existe aussi pour les smartphones, où en fait, tu as une boîte fermée avec un code, et tu mets ton smartphone dans la boîte, et elle s'ouvre qu'au bout de X temps. C'est super. C'est pas mal non plus. Notre société va très bien, je trouve. Totalement. Alors, toujours pour la société, la nôtre, et pour Google, qu'il faut bien qu'ils trouvent des trucs à nous fourguer, une nouvelle version de Google News qui va mettre, encore une fois, l'accès sur la personnalisation, intelligence artificielle, reconnaissance du contexte et les actualités les plus pertinentes pour nous, pour vous, pour moi, voilà. Mais décidées par Google, qui, je le rappelle quand même, tout récemment, il y a une campagne qui est en cours en Irlande pour déterminer si on doit voter ou non une loi légalisant l'avortement. Google a décidé et décrété tout seul en vertu de son pouvoir divin et en accord avec lui-même qu'il interdisait radicalement toute publicité en faveur de ce référendum. D'accord. En faveur, pas à décharge. En faveur. Voilà. Bon. Et sinon, on va parler de Google Assistant qui s'améliore. Ça, c'est le truc en fait qui m'a vraiment retenu parce que le reste, finalement, ça reste l'annonce standard. De manière massive, je serais tenté de dire, pas que chez Google, hein, les assistants, c'est peut-être la petite révolution technologique du moment. Hein, c'est ce qui va remplacer, c'est en tout cas ce qu'on dit, la radio, c'est le poste de radio, je veux dire, c'est ce qui va remplacer peut-être aussi la télévision, enfin, plein de choses, quoi. Oui, voilà. Sauf qu'ici, on est quand même sur un truc qui a l'air, honnêtement, de science-fiction. D'accord. C'est quelque chose qui a bluffé tout le monde. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je vous encourage vivement à aller sur YouTube et à chercher Google Duplex. C'est effectivement bluffant, à la limite flippant. D'accord. Parce que vous avez ici, alors déjà au niveau qualité de la synthèse vocale, Google a fait des progrès monstrueux dans le sens où, à part certaines intonations, certaines expressions, certaines idiosyncrasies, vous n'avez vraiment pas moyen de détecter que la personne qui parle est un assistant robotique. D'accord. J'allais dire, c'est vraiment l'intonation aussi qui est impressionnante. L'intonation est impressionnante. Elle varie en fonction du contexte et tout ça. Oui. Exactement. L'intonation, la liaison, le flux, le débit, le phrasé, la voix, le rythme, vraiment la musique de la voix est totalement maîtrisée, totalement reproduite. Et ce qui est encore plus flippant, c'est que vous regardez par exemple la démo où on demande à Google Assistant de prendre un rendez-vous chez le coiffeur. Effectivement, quand vous entendez le dialogue, les yeux fermés, vous n'avez aucun moyen, je vous défie franchement, de me dire ça, c'est un robot. Personnellement, je trouve que c'est impossible. Si vous le faites, fantastique, vous avez une oreille magnifique, moi je ne l'ai pas. Mais en plus, on se rend compte que le robot, enfin l'assistant, introduit des réflexes humains. C'est-à-dire, à un moment, on lui dit 2 secondes, je vérifie, et l'autre, ok. Et vous l'entendez parler tout seul dans son... comme n'importe quel humain ferait derrière en attendant qu'on s'intéresse de nouveau à lui. Moi, j'ai rigolé aussi quand j'ai... Et surtout, il est capable de reconnaître le contexte et de s'adapter à un changement de programme, puisqu'ici, l'assistant en téléphone pour prendre un rendez-vous à une heure précise, on lui dit « Ah, j'ai pas à cette heure-là ». Aujourd'hui, Google Assistant, vous lui dites ça, part en couille, c'est fini. Oui, ça. Là, le truc se récupère, dit « Ah, vous avez de la place ?» On lui répond « Oui, j'ai une place entre 10 et 12. » « Ah, 10 heures, c'est très bien, parfait. » Et donc, on a vraiment l'impression d'avoir un contrôle total du début à la fin sur le flux et sur le workflow
qui représente cette discussion de A à Z. Est-ce que c'est pas fake? Venant de Google, après, je donne la parole à Xavier. Venant de Google, ce serait quand même vachement couillu que ce soit fake. Ouais. C'est peut-être un petit peu enjolivé, c'est pas la première fois qu'on enjolive un peu les choses, pour que l'on puisse vendre plus facilement un concept. Par contre, les nouvelles voies, elles, qui sont beaucoup plus naturelles, qui sont beaucoup plus humaines, elles sont déjà disponibles, puisque toutes les personnes qui ont Google Assistant en anglais, à l'issue de la keynote, pouvaient déjà aller dans les paramètres de Google Assistant et changer les voix. D'accord, ok. Il faut préciser tout de même aussi que ça marche bien en anglais pour l'instant. En français, aucune chance. Ben voilà, donc les fameuses intonations dont on parlait, etc. J'imagine, enfin, je ne parle pas le mandarin, mais il paraît que tout dans l'intonation aussi, dans certaines langues, comme le mandarin par exemple, le sens change complètement, que vous soyez un petit peu avec une note haute et une note basse. Donc j'imagine que là, ils vont avoir quelques soucis quand même pour porter leur... disons qu'en Chine, apparemment, on a déclaré des guerres pour une intonation. Donc... Oui, c'est ça. Donc voilà. Xavier voulait rajouter un truc. Mais moi, je trouvais que c'était tellement bien fait, tellement bluffant, que je me demande... Moi, je n'ai pas tout vu, donc je ne sais pas s'il y a eu... J'ai vu la démo en vidéo, je ne sais pas s'ils ont montré plusieurs démos dans des contextes différents, parce que on pourrait suspecter, c'est tellement bien fait qu'ils ont entraîné leur assistant à ce contexte-là particulier, donc c'est-à-dire la réservation d'un rendez-vous pour telle activité, et que dans un autre cadre, ce soit un peu moins précis. Alors là, j'aimerais vraiment voir d'autres démos pour répondre à ça, parce que c'était vraiment bluffant. Oui, qu'ils ont peut-être rassemblé les bonnes conditions pour cette action-là, mais que si on avait demandé est-ce qu'il y a des escalopes de veau chez mon boucher, il te fait division par 0 et bye bye, au revoir, quoi. Alors, oui, il y a effectivement un cas particulier ici, dans le sens où ils ont été honnêtes. Ils ont dit que le scénario qu'ils avaient présenté était un scénario d'école. Et effectivement, qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de demander tout et n'importe quoi à cette nouvelle version. Que ce n'est pas avec ce genre d'assistant que tu vas pouvoir téléphoner pour, je sais pas moi, faire autre chose que de la réservation. Mais bon, c'est déjà pas mal. Oui, ils ont aussi précisé qu'à terme, ça va évoluer et qu'il sera peut-être possible que dans un futur proche pour Google ici, ça veut dire à moins d'1 an, ils aient développé d'autres fonctionnalités qui fonctionneront aussi bien. Par contre, là où il faut voir un peu plus loin, c'est il y a toute une série de métiers qui vont vraiment être menacés par ce genre de technologie. Et on pense notamment, Marc, désolé, aux radios. Oh, ça va, il n'y a pas de souci. On pense notamment aux radios, on pense notamment au call center. À partir du moment où vous avez des robots qui sont capables de s'exprimer clairement, de suivre le contexte, ce qui est déjà beaucoup plus que certaines personnes dans des call centers, qui sont capables de comprendre, par exemple, que quelqu'un qui a... plein d'amis aujourd'hui. Non, mais de comprendre, par exemple, que quelqu'un qui se plaint d'avoir mal au ventre est peut-être en vraie difficulté, qu'il va peut-être falloir envoyer une ambulance. Plutôt que de se foutre de sa gueule. Mais ça, un robot ne le ferait pas. Voilà. Un robot aurait Je vais quand même pas réserver une ablation des amygdales demain. Non, bien sûr. Ouais, tu prends pas rendez-vous pour une ablation des amygdales comme tu prends rendez-vous pour le coiffeur. Non, mais on sait jamais qu'il interprète mal l'ablation. Oui, ça c'est un autre problème. Ça, on verra après. Il faut voir ça avec la machine qui se trouve dans la salle d'opération. Ça, c'est un autre... Il y a encore moins de négocier de notre côté. Oui. Les machines dans les salles d'opération, elles sont encore aujourd'hui, même si c'est à distance, toujours contrôlées par des êtres humains. Oui. Sauf vraiment pour des tâches basiques, mais ça se fait toujours sous une supervision humaine. Et donc, à partir du moment où vous allez avoir les call centers qui vont être équipés de cette technologie, qui seront capables de travailler en solo, vraiment, là où ça va être amusant, c'est que vous allez avoir vous allez appeler un call center, c'est un robot qui va vous répondre, vous n'avez qu'à lui coller Google Assistant de l'autre côté chez vous et voir ce qui se passe. Et là, vous risquez d'avoir une division par 0 à un moment. Ce que vous risquez, c'est qu'après 20 minutes, ils se soient rendus compte de qui est au bout du fil de chaque côté, qu'ils aient développé leur propre langage, et là, vous l'avez. Voilà, effectivement. Ceci étant dit, quand tu dis la radio, c'est vrai, mais finalement, tu sais, pour annoncer des disques, tu vois, on n'a pas besoin vraiment d'autre chose. Par contre,
contre, quand il s'agit de sujets un petit peu plus élaborés, comme par exemple ce qu'on fait ici... Non, ce qu'on fait ici, c'est différent. Voilà. Par contre, une intelligence artificielle qui remplacerait la personne qui, toutes les heures, pendant 5 minutes, fait le flash d'information... C'est possible. Ça, c'est possible. La personne qui donne la météo, plus besoin d'elle. C'est possible. Comme il y a déjà d'ailleurs des intelligences artificielles qui écrivent des articles avec du sens, mais dans des domaines très spécifiques où on est dans le factuel complet, c'est-à-dire les résultats boursiers, résultats sportifs et des choses comme ça. Il y a déjà des intelligences artificielles qui écrivent des articles pour la presse écrite. Absolument. Voilà. Donc, et finalement, ça dégage du temps pour faire d'autres choses plus intéressantes, sans doute, c'est plus fouillé. En termes de journalisme, c'est pas nécessairement uniquement pour envoyer des gens au chômage, il faut le rappeler aussi. On n'en a pas fini avec la lettre G comme Google, tu le disais, on va passer la parole à Xavier pour parler de justement Google Maps avec cette nouveauté qui, on l'a déjà dit, ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais de quoi s'agit-il ? Mais on sait que Google Maps est utilisé un peu partout, dans des apps mobiles, sur les sites internet, dans Google Assistant qu'on vient même d'évoquer. Cette fonctionnalité, en fait, Google a obtenu une place de leader dans le secteur et les développeurs utilisent l'API qui permet, par exemple, de calculer un itinéraire, d'obtenir des infos sur les lieux et tout ça était gratuit. Donc Google s'est imposé parce que ce produit marche super bien, il est complètement gratuit et donc il n'y avait pas besoin d'utiliser des alternatives libres ou complètement gratuites. Alors ils ont annoncé que l'API va être renommé en Google Maps Platform, mais surtout, avec ce changement de nom, ils vont également changer la tarification. Et là, les développeurs sont pas du tout contents puisque Google annonce ça. Donc, Google annonce qu'il va y avoir une version gratuite limitée, mais en fait, il s'agit pas du tout d'une version gratuite. C'est une version qui va être payante dès le début, mais simplement, il va y avoir un forfait gratuit, mais limité à $200. Le hic, c'est que ce budget de $200 va être très vite atteint pour certains sites puisque en fait les requêtes vont être facturées dès le début et en gros le quota qui était atteint, donc le quota gratuit qui était atteint pour certaines personnes au bout d'1 mois, maintenant il pourrait être atteint dès le premier jour. Donc ils ont vraiment restreint la quantité de requêtes qu'on va pouvoir faire et ça va être en plus actif dès le 11 juin. Donc les développeurs n'ont même pas le temps de se retourner et de trouver des solutions alternatives. Et donc il y a beaucoup de personnes qui commencent à parler même de procès pour abus de position dominante ou autre et qui évoquent le fait que ça pourrait avoir été une stratégie de Google de faire un produit qui en fait ils ont laissé utiliser même à perte puisque bon les requêtes on sait que c'est un coût serveur, donc c'est normal qu'il y ait quelque part une facturation qui se fasse au bout d'un moment ou qu'ils affichent de la pub pour contrer ce genre de choses. Mais ici, on peut vraiment se poser la question puisque ils ont quelque part créé la dépendance. Aujourd'hui, tous les sites quasiment d'entreprise affichent un Google Maps pour retrouver l'adresse. Non, il n'y a pas que les sites. Les applications mobiles, je pense aux applications par exemple et aux sites immobiliers par exemple, ils utilisent quasiment tous la cartographie Google Maps dans leurs applications et dans leurs sites. Donc c'est mettre des gens dans une difficulté, au pied du mur, d'une manière assez radicale, quoi. C'est dingue. Et pour utiliser la plateforme, tu devras maintenant dès le début encoder ta carte de crédit ou ton moyen de paiement pour pouvoir utiliser le système, même si c'est ne serait-ce que pour une requête par jour. Donc attendez-vous au mois de juin à voir des applications et des sites fonctionner beaucoup moins bien. Dans les toutes petites entreprises, ça va pas vraiment poser de soucis, mais une entreprise qui est consultée avec quelques milliers de visiteurs par jour, et il y en a beaucoup, ils vont voir la note, ils vont trouver la note peut-être salée. Ouais. Bah oui, c'est vrai qu'on l'utilise aussi pour des petites plateformes, des fois dans des intranets et des choses du genre. Là, j'imagine que le coût va être très marginal, mais quand c'est un site un petit peu en vue, en même temps,
Chaque fois que je vois quelque chose de gratuit, je me fais la même remarque. Je dis combien de temps ça va rester gratuit, et s'inféoder à un seul opérateur, parce que finalement il n'y a que Google qui l'offre ce service-là. Quoique peut-être qu'il y a Bing aussi. Non, il y a Bing. Oui, il y a plusieurs alternatives. Il y a des alternatives gratuites. J'avais lu ça, mais j'ai plus le nom en tête. Il y en a quelques-unes, effectivement. OpenStreetMap. Oui, c'est ça. Voilà. Mais qui sont moins populaires, moins connus, etc. Peut-être moins précis. Il y a Ear aussi. Oui, il y a Ear, effectivement. Mais voilà, si préférentiellement les développeurs choisissent Google Maps, je suspecte quand même que c'est parce que c'est un bon service. Mais c'est surtout qu'il y a une API de malade derrière. Oui, voilà, c'est bien fait, quoi. Ici, ce qui fâche les développeurs, je pense, c'est même pas spécialement le budget, parce que je crois qu'on peut pas dire que ce soit super cher par rapport aux fonctionnalités. Ça marche super bien, c'est facile à mettre en œuvre, etc. Mais le problème, c'est que il passe du tout gratuit à une version payante en un mois. Donc, tu n'as vraiment pas le temps de changer. C'est vraiment radical. Et c'est vrai que mettre comme ça les gens au pied du mur, ça se fait pas. Enfin, c'est quand même très particulier, quoi. Moi, j'imagine la start-up qui a développé un logiciel qu'ils commercialisent et dans lequel ils ont intégré des fonctionnalités de Google Maps. Du jour au lendemain, ils pourraient se retrouver en faillite parce que leur business model s'effondre et que la tarification qu'ils avaient mis en place n'est plus du tout adéquate. Oui. Par exemple, effectivement. Donc, c'est encore une fois une affaire à suivre. On en reparlera, à mon avis, au mois de juin, quand ce sera effectif. S'il n'y a pas Class Action à un moment donné qui va se sortir du bois pour aller contrer cette décision de Google. À suivre. On reste encore un peu chez Google. Marc avait un truc à rajouter. Oui, juste un petit truc, effectivement, deux petits trucs. Mais je vais vite revenir sur Google Maps, la nouvelle version qui va sortir. Elle a quand même une petite fonctionnalité assez sympathique au niveau du guidage. C'est qu'elle va commencer à utiliser la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'elle va, plutôt que d'avoir simplement une carte avec un trajet qui vous dit par où vous devez aller, elle va afficher ce que vous voyez et en surimpression va poser des repères, des flèches, des indications, etc. Ça, par exemple, ça va permettre de manière beaucoup plus facile de ne jamais se tromper sur la sortie du rond-point qu'on doit prendre. Vous voyez, vous avez généralement ce cercle, une fois sur deux, on ne sait jamais si c'est la première, la deuxième, etc. Là, ce sera plus possible de rater la chose. Et c'est là qu'on va regretter les fameuses lunettes Google. Mais elles reviennent. Voilà, elles reviennent. Peut-être pas tout de suite, mais elles vont revenir. Parce que cette fonctionnalité-là, de surimpression d'une information sur le réel, c'était les lunettes de Google, c'était vraiment l'outil parfait pour faire ce genre de choses, soyons clairs. Oui, absolument. Maintenant, n'oublions pas que ce genre de fonctionnalité est prévu pour vos smartphones, effectivement, aussi, mais prendra toute son utilité dans les systèmes d'infotainment pour voitures, basé sur Android. C'est ça. Comme chez Volvo, par exemple. Tiens, d'Android, on va encore parler, Marc. Rapidement, on va parler d'Android P, puisque c'était aussi dans les annonces de Google I.O. cette semaine. Oui, juste pour dire, donc, il va sortir à l'automne, etc. Mais là où Google fait signe d'ouverture, c'est qu'auparavant, quand une nouvelle version d'Android sortait, même une version bêta, il fallait avoir certains téléphones bien précis pour pouvoir faire joujou avec, notamment les derniers téléphones de la gamme Nexus ou de la gamme Pixel. Donc, dans ce cas-ci, c'était généralement Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL. Ici, ce ne sera pas le cas. En plus de ces modèles qui sont évidemment toujours supportés pour les bêtas, il y a toute une série d'autres marques qui vont permettre de faire joujou avec la dernière build du système. Et on va retrouver des modèles de chez Sony, de chez Xiaomi, de chez Nokia, de chez Oppo, de chez Vivo, de chez OnePlus et de chez Essential. Étonnamment, pas de Samsung. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Oui, c'est ça. Donc, serait-il un peu fâché? Suspense, bien sûr. Les mauvaises langues diront pas d'Apple non plus. Oui, mais là non. Bon, on en a fini avec la lettre G et Google pour le moment en tout cas. On peut passer à la lettre H comme Huawei. Chaque fois, moi, j'ai toujours un doute sur la manière de le prononcer, mais quoi qu'il... Huawei, c'est bien. Huawei, c'est bien. Huawei. Mais j'avais l'impression d'aboyer sur Xavier, ça ne va pas du tout. Huawei imagine une montre pour gamer cette fois-ci.
Ouais, donc ils ont déposé un brevet sur une smartwatch destinée aux gamers. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Ils vont utiliser le bracelet cette fois-ci comme outil de contrôle. Donc il y aura des zones tactiles et même en multitouch de part et d'autre de l'écran disposées sur le bracelet. On va pouvoir par exemple dans un jeu de voiture accélérer et freiner. On va pouvoir en faisant glisser un peu le doigt prendre une direction. Ils ont utilisé vraiment le multitouch et ils ont prévu un tableau qui reprend toutes les différentes possibilités qu'ils ont imaginées en termes de contrôle, avec même si vous imaginez pour ceux qui n'ont pas l'image le bracelet horizontalement, un clavier virtuel qui va s'utiliser un petit peu comme on a l'habitude d'utiliser swipe sur les claviers de smartphone, c'est-à-dire que à gauche et à droite de l'écran, donc quand vous avez le bracelet horizontalement, vous allez pouvoir faire glisser sur des touches virtuelles pour composer un texte ou utiliser d'autres touches. Donc c'est une montre qui devient un accessoire de gaming et donc plus seulement le smartphone. Donc ça ouvre des nouvelles possibilités dans ce secteur-là. Mais même au-delà du gaming, je trouve que c'est pas complètement idiot et c'est même assez malin de se servir d'une extension de l'écran qui serait le bracelet finalement, c'est vrai. Ouais. On en est au stade du brevet, donc bien sûr, mais ne serait-ce que un bouton home sur le, tu vois, un bouton home qui serait une partie du bracelet, par exemple, hein, pourquoi pas, un gain de place, une fonctionnalité en plus, pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant? C'est la question qu'on peut se poser. Une vraie évolution, effectivement. Voilà. La lettre M comme Microsoft, puisqu'il y avait l'autre rendez-vous technologique de la semaine avec la fameuse build de Microsoft, là aussi rendez-vous annuel consacré aux développeurs Mac. On parle de Windows qui permettra de synchroniser facilement PC et smartphone. Oui, et comme pour Android, comme pour Google, on va rapidement résumer ce qui s'est dit. Beaucoup moins, il ne faut pas oublier ici, c'était dédié aux développeurs, tu l'as dit. Et finalement, le focus était autour de 3 axes. Le premier, c'est l'intelligence artificielle, mais quelle surprise. Le deuxième, c'était les services cloud, mais quelle surprise. Ah bah tiens. Et le troisième, c'était Windows. Bon, je ne vais pas refaire le coup de la surprise parce que là, ça commence à devenir un peu réchauffé. Donc, l'intelligence artificielle à tous les étages, évidemment. L'intelligence artificielle dans le cloud aussi, puisqu'il va y avoir un kit de développement pour développer des applications forcément qui vont permettre de faire tourner des systèmes d'intelligence artificielle dans le cloud pour alimenter des applications locales. C'est ce qui se fait partout maintenant, mais Microsoft était encore un peu à la traîne là-dessus officiellement. Des applications d'intelligence artificielle et de machine learning spécialement dédiées au monde médical. Pas beaucoup de précision en plus, mais c'est quelque chose sur lequel apparemment ils veulent pousser assez fort. Du blockchain, bon, ça reste le grand mot du blockchain. On fait du blockchain, voilà, après tout, pourquoi pas. Facebook veut faire du blockchain aussi. Et alors, effectivement, du côté personnel, une intégration, mais on va y revenir aussi, assez surprenante entre des assistants de bords différents. J'en dis pas plus, on en reparle tout de suite. Par contre, là où effectivement ils ont fait une annonce qui est un peu surprenante, enfin surprenante, oui et non. C'est surprenant parce que ce qu'ils annoncent existe déjà ailleurs, mais c'est pas surprenant dans le sens où ils ont tout avantage à ce que ça soit chez eux. D'accord. C'est l'intégration entre votre OS, Windows, et votre smartphone. iOS ou Android. Alors, quand je dis que ça existe déjà, il faut comprendre ce qu'ils veulent dire par intégration. Ils veulent mettre en place une application, une fonctionnalité qui va s'appeler Your Phone, votre téléphone, c'est original, qui va permettre de synchroniser et d'avoir accès à distance. Xavier, tu tapes? Xavier tape. Ça fait schlounk. Du coup, ça fait schlounk. Et donc, ça permettra d'avoir accès à partir de son PC aux objets et aux fonctionnalités de son smartphone. Certaines fonctionnalités. Donc, par exemple, vous aurez accès à vos contacts, à vos SMS, à votre historique d'appel, à vos photos, à vos vidéos, à vos fichiers. C'est déjà pas mal tout ça. Mais pas partout. Parce que sur iOS, déjà, oubliez.
parce qu'avoir accès à ces photos et ou à ces messages, ce serait concurrencer directement iCloud, et ça, Apple veut pas. Donc déjà, on sait que l'implémentation de Your Phone sur iOS, ça va être un truc un peu bancal. Et là où je dis que c'est un peu surprenant, c'est parce qu'effectivement, ça existe déjà. Alors, ça existe déjà pour les appareils Android, ça existe déjà pour les appareils Windows Phone, ce serait dommage vu que Microsoft fait aussi Windows Phone, et ça existe déjà dans une moindre mesure pour les appareils iOS. Alors, ça existe déjà pour les appareils Android avec une application qui s'appelle AirDroid, qui est en fait un petit serveur à installer sur votre téléphone, une petite application, et de l'autre côté, vous accédez à un site web sécurisé ou une application standalone qui n'est en fait qu'une vue sur le site web. Vous vous connectez avec un QR code que vous scannez, qui est affiché sur l'écran de votre PC, vous le scannez avec votre smartphone, et pof, vous avez accès à tout. Tout ce que vous avez sur votre téléphone est télécommandable à distance. Même chose avec les appareils Android et iOS avec Pushbullet, qui est une petite application sous forme de plugin pour Chrome, pour Firefox, pour Vivaldi, pour ce que vous voulez, qui vous permet encore une fois de faire de l'accès à vos fichiers remote, mais également, et par exemple moi je m'en sers quasi uniquement pour ça, pour envoyer et recevoir vos SMS à partir de votre clavier. Pas besoin de se casser la tête avec vos gros doigts boudinés, vous y allez directement joyeusement. Encore une fois, sur iOS, c'est beaucoup plus limité, vous avez juste accès à quelques fonctions de base extrêmement réduites, Apple continuant à privilégier iCloud pour l'ouverture complète sur un environnement de type desktop. Alors, la même limitation donc sera d'application ici pour la fonctionnalité Your Phone, mais quelque part, c'est un peu arrivé avec une guerre de retard, en espérant que les utilisateurs laissent tomber les applications auxquelles ils ont l'habitude d'utiliser et qu'ils ont peut-être payé. Moi, effectivement, Pushbullet, je paye une licence tous les ans. Elle n'est pas élevée, c'est une trentaine de dollars, mais l'outil fonctionne très bien. Je ne vois pas pourquoi j'irais changer le truc. Oui, c'est ça. Enfin, en plus, c'est vrai que c'est intéressant, hein, soyons clairs. Ça a un réel sens, je veux dire, ce genre de fonctionnalité. Mais c'est déjà tellement intégré dans à peu près toutes les applications. Prends par exemple Netflix, tu commences à regarder un truc sur ton desktop, tu continues à le regarder sur ton smartphone, et puis tu retournes sur ton desktop. Ça se parle quand même, mais au sein d'une application, évidemment. Oui, mais là, de nouveau, Microsoft avait déjà développé un truc dans ce sens. Sur Android, ils ont édité un launcher. C'est ça. Qui, effectivement, permet de matérialiser à divers degrés de réussite un modèle de continuité entre ce que tu fais sur smartphone et ce que tu fais sur ton PC, comme ce qui existe déjà et qui est beaucoup mieux intégré sur iPhone avec macOS. Mais voilà, c'était un peu du bricolage et ça demandait d'avoir ce launcher qui personnellement ne me plaît pas du tout. Oui, c'est ça. Moi, je pense que leur annonce Your Phone, hein, c'est ça, c'est une fonctionnalité de plus, une brique qu'ils vont rajouter à Windows tout simplement, et puis voilà. Et puis on va peut-être l'oublier aussi vite qu'on l'a vu, quoi. Voilà, là où ça risque par contre d'être intéressant, sauf si AirDroid et Pushbullet réagissent assez rapidement, c'est que la prochaine mise à jour de Windows, qui est en cours de déploiement, qui a déjà fait des problèmes parce qu'elle faisait planter plusieurs programmes comme Chrome par exemple, qui était impossible à faire démarrer suite à la mise à jour, elle implémente une nouvelle fonctionnalité qui est la fonctionnalité Timeline, qui permet de remonter dans le temps comme la Time Machine de macOS et de faire du versionning facile. Et donc on peut facilement restaurer sa machine dans un état où elle était il y a quelques jours, retrouver ses fichiers à l'époque dans l'état dans lequel ils étaient il y a quelques jours. Et cette fonctionnalité serait également implémentée sur mobile via cette application Your Phone. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Mais je sais que quelque chose de similaire existait déjà sur AirDroid. Similaire, pas exact. Mais c'est vrai que tu m'y fais penser aussi, mais dans un autre genre, parce qu'on là on parle d'applications ou de fichiers, mais ça peut être simplement des informations aussi. On a énormément de choses dans Android que l'on peut récupérer facilement dans Chrome, par exemple, comme son emploi du temps, son agenda, enfin autant d'éléments entre guillemets. On parlait de Google Maps là tantôt. Bah oui, ces déplacements, on peut retrouver le déplacement qu'on a fait il y a 6 mois, si on n'a pas coché la case, bah, c'est disponible. Enfin, voilà, donc il existe déjà un tas de choses. Bon, peut-être qu'il faudrait rassembler tout ça. Il faudrait peut-être un petit peu remettre les choses droit et que ce soit un peu plus accessible, mais tout existe quelque part.
tout existe, mais tu peux être certain ici, bon, on va attendre de voir pour le jurer complètement, mais tu peux être certain qu'il y a une forte probabilité que cette intégration soit privilégiée avec les applications de Microsoft. Oui, il y a des chances, oui. Mais bon. Avec les Nokia, c'est ça? Non, je pensais surtout aux applications, donc Office, etc. Oui, bien sûr. Moi, je pensais à Windows Phone, c'est pour ça. C'est une boutade. Windows quoi? On passe à la lettre M, pas comme Microsoft, ça on vient de le faire. M comme Musk, Xavier. J'avais pas fini, moi. Ah, oh zut, excuse-moi. Ah non, c'est vrai, excuse-moi. J'avais encore un tout petit truc à dire. Il y a encore un truc à dire concernant Cortana. Voilà, encore un tout petit truc. C'était quelque chose que Microsoft avait promis de longue date et qui maintenant a été présenté et qui est apparemment opérationnel. Cortana de Microsoft et Alexa d'Amazon vont travailler ensemble, vont être compatibles et vont devenir les meilleurs amis du monde. Et en fait, ça va être assez amusant parce que chaque assistant ayant son champ de capacité et d'expertise particulier, Alexa par exemple, ce sont les skills qui sont personnalisables et on peut aller sur à peu près tout et n'importe quoi, tandis que Cortana, lui, est beaucoup plus orienté bureautique parce qu'il est beaucoup plus intégré avec les applications, justement les applications de Microsoft. Ça va être très schizophrénique, n'est-ce pas? On va se retrouver avec Nikola Tesla. Ici, ça va être Alexa, lance Cortana. Oui, c'est ça, par exemple. Donc il faudra d'abord se rappeler de... Attends, je veux faire quoi? Oui, non, c'est pas le bon. Donc Cortana, lance Alexa. Non, Alexa, lance Cortana. Et voilà, ça va être avec Siri qui se marre en arrière-plan. Oui, c'est ça. Siri qui a quand même été mesuré comme étant le plus mauvais assistant du lot. C'est vrai? Entre Google Assistant, Alexa, Cortana et Siri. Siri est dans le bas du panier, vraiment dans le fond. Il y a des petits comiques qui se sont amusés, je crois que c'est chez The Verge, qui se sont amusés à passer un week-end entier avec les 4 assistants et à leur poser les mêmes questions, tous. D'accord, oui, pour voir un peu quel était le type de réponse. Siri, grosso modo, a pas pigé 50% de ce qu'on a dit. Le meilleur étant Google Assistant, voilà. D'accord, ok. Ceci étant dit, il y a une demande générale de tous les utilisateurs d'assistants, c'est de pouvoir choisir le nom de son assistant et de pouvoir, de pouvoir dire, voilà, si j'ai envie d'appeler mon assistant Adolphe, je peux appeler mon assistant, enfin je dis Adolphe, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Je sais pas pourquoi t'as sorti ce nom-là. Je sais pas. Parce que ça a la classe. Non, mais c'est n'importe quel nom. Enfin voilà. Et je trouve ça assez justifié quelque part. Mais bon. Non mais attends, t'imagines le truc. Là, bon, on va parler aux plus geeks et aux plus fous d'eux-mêmes d'entre nous. Mais si tu appelles ton assistant Franz et que tu le couples avec un lance-flamme. Franz, j'ai des flammes trop. Quel enfoiré. Bon, on avait dit qu'on était à la lettre M comme Microsoft, c'est plié là, c'est bon, on a fait le tour. On peut passer à la lettre M comme Musk, Xavier. Elon Musk ne nous étonne pas sur le terrain de la provocation, ça va, il sait faire, on va dire. Il sait faire, ouais. Et là, il va le prouver encore une bonne fois. En tout cas, c'est ce que beaucoup pensent, puisqu'il y en a qui seront même intéressés à investir dans la chose. En fait, il a eu un petit échange avec Warren Buffett, qui est un des hommes les plus riches du monde, puisqu'il détient une société de fabrication de bonbons. Et il a donné un conseil à Elon Musk, qui était de se tenir loin de sa société. Alors, on va remettre les choses en contexte. En fait, dans le contexte, Elon lui avait dit qu'il ne durerait pas longtemps si sa seule défense contre la compétition, qu'il a appelé, en fait, il a fait un petit exemple. Il a dit si vous voulez lutter contre l'armée envahissante, c'est pas les douves qui va vous séparer de ça. Et donc les douves, on rappelle, c'est le fossé qu'il y a devant les châteaux forts. Et il a dit en fait que c'est le rythme de l'innovation qui va vraiment être déterminant dans la compétitivité. Alors, Warren Buffett, lui, a dit que Elon Musk pouvait renverser pas mal de choses dans certains domaines, mais qu'il ne pense pas qu'il pourrait venir l'affronter dans des domaines tels que la création de sucreries. Et Elon Musk l'a pris au mot. Il a annoncé sur Twitter qu'il allait lancer une société de sucreries et que ce serait incroyable. Il a rajouté un tweet ensuite où il dit « Je suis super, super sérieux.
sérieux. Et il a continué encore en disant qu'il allait construire une douve et la remplir de bonbons. Et il y a des fans qui réagissent en disant comment va s'appeler la société? Est-ce qu'on peut investir dedans? Donc voilà. Il a créé des lance-flammes, il a mis une voiture dans l'espace. Maintenant, il va se lancer dans une société de sucrerie. Alors la question c'est, est-ce qu'il va faire ça avant ou après avoir terminé son dragon cyborg? Parce que ça aussi, il avait dit que son prochain projet sérieux, c'était de créer un dragon cyborg. Oui. En bonbon. Possible, ça je m'en fous, du moment qu'il le fait. Et dans un tunnel. Et dans un tunnel. Ce type a quand même 1000 idées à la seconde. Et encore, parce qu'il dirige quand même 2 grosses boîtes, Tesla d'un côté, SpaceX de l'autre. Il paraît que sa journée est découpée en tranches de 5 minutes. Et qui passe d'une entreprise à l'autre toutes les 5 minutes. Ça explique peut-être pourquoi, de temps en temps, il pète une case de 5 minutes. Mais il va grossir parce que maintenant, entre chaque pause, il va goûter un bonbon différent. C'est ça. Donc voilà, des aventures d'Elon Musk. On aura encore l'occasion d'en parler, me semble-t-il. On était à la lettre S. S comme scandale, Cambridge Analytica, en plein dans la tourmente. On en avait parlé déjà un petit peu la semaine passée, me semble-t-il, Marc. Mais bon, ici, la tourmente continue parce que ils vont fermer, ça on le sait. Ils ont annoncé que suite au scandale qui les a frappés, et aux calomnies monstrueuses dont ils ont fait l'objet, plus personne ne veut investir chez eux. On a fait fuir tous leurs clients, donc finalement, c'est des grosses victimes, il faut bien pleurer. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché l'équivalent de la Commission de protection de la vie privée britannique de dire que même si la boîte ferme et réouvre un jour sous un autre nom plus tard, comme beaucoup le pensent, les dirigeants pourront avoir à répondre de leurs actes et peut-être passer par la case prison. Ah oui, quand même. Moi, j'avais cru... Oui, non, cette fois-ci, ils vont pas lâcher, ils vont le faire en mode pitbull. Moi, j'ai même cru que c'était déjà le cas, qu'ils avaient réouvert la boîte sous un autre nom. Il me semble avoir vu une news passer dans ce sens-là, mais je peux me tromper. Non, effectivement, il y a quelque chose qui s'est fait, c'est que le management est sorti de Cambridge, n'est pas sorti complètement puisque la boîte n'est pas encore complètement fermée. Elle a déclaré faillite, mais elle n'est pas encore entièrement liquidée. Par contre, le management est déjà associé à une autre boîte qui s'appelle, de mémoire, Emerset quelque chose. Faut que je retrouve le truc. Mais enfin, voilà. C'est une boîte, grosso modo, qui fait à peu près la même chose, mais voilà, la boîte n'est pas encore totalement morte. Mais, manœuvre ou pas, le bureau du commissaire à l'information britannique a déclaré qu'ils vont poursuivre leurs investigations sur l'histoire, sur les plans civils et sur le plan pénal, et que sur le plan pénal, les individus et dirigeants qui étaient mêlés à cette histoire seront poursuivis et condamnés. Et ben voilà. Et finalement, quand on joue au couillon... Oui, là c'est même plus au couillon. Oui, c'est ça, voilà. Donc on va pas les plaindre non plus, soyons clairs. On était à la lettre S, on peut directement passer à la lettre V si vous voulez. V comme véhicule autonome, même si on a déjà un petit peu parlé de camion, on a parlé un peu de voiture. On peut encore parler de voiture. Véhicule Uber, Xavier, impliqué dans un accident mortel. Ben voilà, donc il y a un accident qui implique un véhicule Uber qui a causé la mort d'un piéton et on a évidemment pas mal enquêté sur la raison de cette faille, et on sait maintenant que la piétonne qui a été renversée en fait n'est pas morte à cause d'un défaut de vision du véhicule, mais en fait oui, c'est assez simple à comprendre, puisqu'en fait le véhicule voit mieux que n'importe quel humain, étant donné qu'ils sont équipés de capteurs, de lidar, de radar, donc ils sont capables de voir tout, quasiment tout ce que même nous on ne voit pas. Mais en fait le problème vient de la configuration du logiciel et notamment de sa capacité à juger qu'un événement sur la route est un événement réel ou un faux positif. En fait, Uber a dans ce cas-ci tout simplement choisi d'ignorer l'information, donc ils ont ignoré
ignorer le piéton. Et ils expliquent ça, donc même si c'est une erreur, ils expliquent ça parce qu'ils veillent en fait au confort du passager pour ne pas freiner brusquement en cas de détection, par exemple, d'un sac en plastique qui vole ou d'une feuille ou autre, donc d'éléments ou d'une personne. Ou d'une personne. En fait, ils ne veulent pas créer de surréaction du véhicule qui pourrait mettre en danger les passagers ou le conducteur. Oui, ça, ici, c'est une mauvaise config. Évidemment, c'est pas souhaitable et certainement pas souhaité non plus. Mais les ingénieurs auraient été un peu trop optimistes dans le réglage et le système s'est retrouvé à ignorer le véritable danger. Oui, c'est ça, c'est la taille du sac en plastique en fait qu'il faut. Enfin, oui, mais c'est ça. Parce que tu as beau dire, la voiture voit mieux que l'être humain, mais l'interprétation de ce qu'elle voit, ça c'est encore autre chose, quoi. Voilà. Donc, on imagine qu'il y a différents formats de sacs en plastique qui peuvent être interprétés comme tels, et puis à un moment donné, celui-là, il avait une forme humaine, et c'est continuons tout droit, surtout ne secouons pas les passagers. Et voilà, quoi. Donc, à un moment donné, on peut aussi peut-être un tout petit peu faire peur aux passagers dans le doute. C'est ce que la concurrence... donc ici, c'est parce que Uber, c'est une société de taxi, et donc ils disent qu'ils privilégient un peu le confort des passagers, mais il y a d'autres entreprises qui travaillent sur des véhicules autonomes et qui ont admis qu'effectivement, dans certains cas, il pouvait y avoir une réaction trop brusque de leur prototype, mais que dans la phase de recherche où ils mettent en avant d'abord la sécurité du système par rapport au confort, quoi. D'accord. Bon, affaire à suivre. On notera quand même que par rapport, toute proportion gardée, vu le nombre de véhicules autonomes qui circulent sur les routes, ça va. Un mort est toujours un mort de trop, hein, rappelons-le. Soyons clairs là-dessus. Mais c'est pas les véhicules, pas encore en tout cas, les véhicules autonomes qui font le plus de victimes sur nos routes. Ce sont les gens qui picolent qui font le plus de victimes sur les routes. Et ça, ce sont des humains faits de chair et de sang qui prennent leurs responsabilités. Donc voilà, ça, c'est bien aussi de le rappeler de temps en temps. Ceci dit, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est pris une amende aux États-Unis, un conducteur Tesla qui s'est pris une amende parce qu'il n'était pas au volant de sa voiture. Il a eu une amende pour excès de confiance en son véhicule. Il s'était mis sur la place passager. Si ma mémoire est bonne, l'information je l'ai en tête, mais j'ai peut-être pas tous les éléments. En gros, il était sur le siège passager, les mains dans les poches, et il s'est fait arrêter parce que pour excès de confiance dans le véhicule. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, Marc. Oui, j'ai entendu, effectivement. Mais bon, quelque part, c'est un peu caricatural, mais c'est ce à quoi on risque d'arriver un jour. Bien sûr. Tout comme les gens qui auront peut-être envie d'en finir avec la vie et se feront passer pour un sac en plastique en se jetant sous une voiture autonome. On le fait bien avec les trains, les trams et les bus. On peut le faire avec les véhicules autonomes aussi. Ou de créer la vie tout en conduisant. Hein. Oui, par exemple. Alors là, on rentre dans un truc un petit peu particulier, c'est que une voiture peut tuer, mais donner la vie. Aussi, ou en tout cas être le refuge enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Les fins d'épisode sont toujours un petit peu difficiles, donc on va passer tout de suite à la lettre W comme oui mais non. Marc, on peut parler finalement, on a encore une heure ou deux devant nous, hein, de la GDPR. Tant qu'on est là, Marc, finalement la GDPR, c'est pas compliqué. Marc, la GDPR pour les nuls. Alors, la GDPR, rappelons rapidement, c'est un ensemble de dispositions péniblement et laborieusement accouchées par l'Europe au terme de débats totalement obscurs et abscons dont ils ont le secret, qui ont été qui vont même pas être traduits, c'est un truc européen, boum, d'office, qui entre en vigueur le 25 mai prochain, c'est-à-dire demain, qui prévoit des tracasseries et des amusements du style, chaque fois que vous arriverez sur un site, on vous redemandera si vous êtes d'accord qu'on utilise vos données personnelles, si on vous est d'accord que les cookies soient... Oui, mais j'ai déjà dit 400 fois, on s'en fout, est-ce que vous êtes d'accord de vous... Voilà, c'est déjà la raison pour laquelle Twitter, Facebook, Google aussi, je pense maintenant, vous demande de valider votre mot de passe et de dire vous êtes bien d'accord d'encore recevoir cette newsletter et à quel prix, machin, etc. Donc vous allez recevoir comme ça jusqu'au 25 au moins encore des notifications
notification vous demandant d'agir pour dire voilà si vous êtes d'accord encore de recevoir telle ou telle information ou tel service. Voilà, c'est également pour ça que pratiquement tous les services où vous avez été de près ou de loin, ou un temps soit peu affilié un jour dans votre vie numérique, se rappellent aujourd'hui à votre bon souvenir en vous bombardant de mails. Moi, je dois en être à peu près à une 50aine par jour, où on me demande, où on m'informe que la GDPR arrive, que ça va être l'apocalypse, la fin du monde, etc. et que je dois absolument leur dire si je veux continuer à ce qu'ils utilisent mes données personnelles pour globalement, je ne sais pas trop quoi. Et accessoirement, tout cela, Europe oblige, est assorti de mesures bien rétorsives, sinon ce ne serait pas l'Europe, et ça nous promet notamment des trucs du style, les sociétés qui ne seraient pas compliant se verraient infliger des amendes pouvant aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Quand on connaît le chiffre d'affaires mondial d'une boîte comme Google, ça laisse rêveur. Oui. À mon avis, ça justifie aussi le fait que Google ait engagé des armées, des cohortes d'avocats pour régler la chose. Mais il y a une petite boîte allemande qui, elle, a trouvé la parade ultime. Parce que ce qu'il faut savoir sur la GDPR, c'est que cette réglementation protège uniquement les résidents européens. Ah oui. Si vous êtes américain, on n'a absolument rien à caler, que vos données soient utilisées par la CIA, par le KGB, enfin ce qui reste du KGB, par Al-Qaïda, on s'en fout, mais par Walmart, par Google, rien à péter, par Netis, enfin quoi que si, Netis, rien à péter. Par contre, si vous êtes européen, là, ça fait mal. Et donc, la GDPR, même si vous êtes une boîte américaine qui a pignon sur rue, qui fait l'essentiel de ses activités, l'essentiel de ses revenus via des activités aux États-Unis, à partir du moment où vous avez dans votre base de données un PECNO qui est européen, vous êtes contraint d'appliquer le truc de A à Z. Et donc, comme ça coûte de l'argent, il y a une boîte qui s'est dit, on a trouvé la solution ultime. Et la solution ultime, c'est le bouclier GDPR. Le bouclier GDPR, c'est simplement un petit bout de code que vous allez mettre sur votre site web et qui va bloquer tous ces connards d'Européens. Comme ça, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de quoi que ce soit au niveau légal. Et pas question pour eux d'utiliser un VPN, un proxy ou une saloperie de trucs comme ça que leur putain d'esprit tordu d'Européens pourrait trouver. C'est non, ils n'iront pas droit. Pas que les Européens. Voilà. On aurait pu croire que c'est un fake, mais c'est un truc très sérieux, à tel point que le site a été inondé de demandes. Et down aujourd'hui, c'est pas difficile. Mais ceci étant dit, je me mets à 2 secondes à la place d'une société texane, par exemple, qui, je dis n'importe quoi, mais vend des matelas, machin, etc., qui devrait se plier à la GDPR simplement parce qu'un jour, quelqu'un qui cherchait des matelas s'est inscrit à une newsletter sur leur site, alors qu'ils ne vendent même pas de matelas en Europe, tu vois, donc, et qui se retrouve du coup un peu coincé en disant, voilà, je dois répondre à des règles européennes, alors que je ne fais pas de commerce en Europe, les Européens commercialement n'ont aucune valeur pour moi, donc forcément c'est le genre d'application qui peut rendre des services finalement. Alors c'est le genre d'application qui peut rendre des services, mais dans le cas précis que tu viens de citer, il y a parmi la liste conséquente, même plus que conséquente d'exceptions, les sociétés qui n'ont pas d'activités commerciales dans le secteur européen, mais qui ont, d'une manière ou d'une autre, dans leur base de données, des personnes qui viennent d'Europe, peuvent simplement leur dire « on a vos données, on les efface ». D'accord. Voilà. Oui, si vous voulez continuer à bosser avec nous, désolé, on peut pas. C'est non. Voilà, c'est ça. Oui, ceci dit, la législation, comment un tribunal européen va appliquer une règle sur une société qui est basée aux États-Unis, par exemple? Jamais sous-estimer le pouvoir de nuisance de l'Europe. C'est quand même le ministre... Il est déchaîné. Non, c'est pas que je suis déchaîné. Je suis simplement objectif. Faut pas oublier que c'est le ministre des Affaires économiques français, je crois, qui avait émis l'idée que la GDPR était... L'avènement de la GDPR était le cadre légal et exécutif, législatif parfait
pour faire cracher toutes ces saloperies de boîtes américaines qui font rien que nous piquer notre pognon. On va voir le résultat après le 25 voilà. mai. Donc, non c'est seulement, maintenant. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir du 25 mai, si ça tombe, tous les gens qui auront craché cher et vilain au bassinet pour pouvoir continuer à utiliser Google Maps en Europe, ils pourront même plus l'utiliser. Ça va être magnifique. C'est génial. Xavier. Oui, autre petit détail amusant avec la GDPR, si vous êtes un chef d'entreprise par exemple, sachez que vous ne pouvez plus publiquement souhaiter un joyeux anniversaire à un de vos collègues sans lui avoir demandé préalablement son accord, puisque sa date de naissance ou sa date d'anniversaire est une donnée privée et donc vous ne pouvez pas annoncer l'anniversaire d'un employé aux autres parce que vous ne lui avez pas demandé son accord. Donc la blagounette qui circulait sur Internet, je la répète ici parce que vous n'étiez pas là il y a 2 semaines, je pense. C'était rigolo, c'était quelqu'un qui disait sur Facebook, super, j'ai trouvé un grand spécialiste de la GDPR, il m'a tout expliqué, machin, etc. Et puis t'as quelqu'un qui rajoute derrière, ah bah c'est super, tu peux me donner son adresse email? Et le gars dit, non, je peux pas. Et moi j'irai encore plus loin que le truc de Xavier, vous êtes un chef d'entreprise, mais votre entreprise est suffisamment grosse pour qu'il y ait une cantine d'entreprise, et vous voulez proposer à vos employés, dont c'est la conviction, des menus halal, végétariens, végans, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, parce que leurs préférences sont des données qui permettent de les identifier, et vous n'avez pas le droit d'utiliser ces données. Donc, ils n'ont qu'à bouffer du porc comme tout le monde, ou bien de la viande. Voilà. Bon, c'est magnifique, la GDPR. Bah oui, mais j'ai l'impression que c'est totalement inapplicable. Enfin, totalement, en tout cas, en grande partie inapplicable. Il y a peut-être des choses intéressantes dedans. Il ne faut pas non plus tuer le truc dans l'œuf. Comme d'habitude. Mais comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude, ça va prendre 6 mois, 1 an, et puis ça va décanter méchamment. Oui, et on va revenir à un embryon de la chose, mais qui sera fonctionnel. Oui, peut-être. Le problème, c'est les abus qu'il va y avoir d'ici là. Aussi. Donc, c'est un petit peu tir au pigeon, quoi. Pendant quelques semaines, quelques mois. Pendant 1 an, il va falloir serrer la partie de l'individu qu'on n'aime pas trop serrer, mais il faudra bien. Voilà. Tout va très bien. Hein. Les technos reviennent normalement la semaine prochaine. Hein. Ce ne seront plus ces 2 garnements-ci, me semble-t-il. Ah, si, peut-être Marc. Non. Xavier. Je ne t'ai pas donné mon accord pour dire si j'allais participer ou pas. Parce que du coup, c'est une information sur sa localisation. Nous ne sommes pas encore le 25. Jusqu'au 25, non, oui, c'est ce que tu veux. Donc, du coup, voilà, ce sera Xavier et Sébastien, celui qui a des cheveux, me semble-t-il, pour le 169e épisode. D'ici là, il y aura un hors-série lundi. On salue donc Marc. Merci Marc pour toutes ces informations et ces multiples coups de gueule. Merci Xavier également. N'oubliez pas, merci encore pour les pouces, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre podcast, quelle que soit la plateforme par laquelle vous passez. Vous êtes évidemment les bienvenus. Passez une très bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.